Bonjour à tous et bienvenue pour les marchés en action, notre émission hebdomadaire sur les marchés boursiers, que ce soit les indices, le forex, les cryptos, les matières premières et bien sûr vos actions préférées. Nous sommes aujourd'hui le mardi 6 avril, je suis Nicolas Chéron, stratégiste marché pour zonebourse.com et sans plus attendre, après ce long week-end de Pâques, aussi appelé le week-end du trader, rentrons dans le vif du sujet. Avant toute chose, un avertissement sur les risques. Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. Les rendez-vous, tous les matins, vous retrouvez le morning meeting d'Anthony Bondin en version écrite mais aussi en version audio sur le site de Zone Bourse. Tous les jours, vous retrouvez Planète Bourse, la revue de presse de Roxane Nojac, qui réalise désormais aussi l'émission Pump and Dump avec les plus fortes hausses et baisses des valeurs internationales tous les vendredis. Et puis tous les mardis, on se retrouve bien évidemment pour les marchés en action. Au sommaire de cette émission, deux sous-parties. Focus marché, top flop, et ensuite on passe sur la plateforme ProRealTime pour regarder les actions que vous m'avez demandé et d'autres que j'ai préparées. Alors, le focus marché. Nouveau record historique encore du S&P 500 et du Dow Jones pour fêter le week-end du trader, le week-end de Pâques. Relance haussière du Nasdaq 100 au-dessus des 13 300 points. Les acheteurs démarrent avril sur les chapeaux de roue. Avril qui est d'ailleurs un des meilleurs mois boursiers historiquement. Nous verrons ça dans la partie top flop. Les opérateurs semblent s'accommoder d'un 10 ans américain, donc les taux américains à 1,70. Souvenez-vous, quand on est passé de 1 à 1,7, eh bien, ça faisait un petit peu tanguer les marchés. Du moins, les médias nous expliquaient que cela faisait tanguer les marchés. J'ai essayé de vous expliquer pendant plusieurs semaines que ce qui compte, ce n'est pas forcément le niveau, 1,60, 1,70 ou 1,80, mais plutôt la vélocité, c'est-à-dire la vitesse à laquelle eh bien, les taux vont se tendre. Car quand les taux se tendent, généralement, c'est qu'il y a de la reprise économique, un dynamisme certain. Et qui dit dynamisme, eh bien, dit croissance et dit soutien au marché action. Quand on regarde sur les 40 dernières années, 8 fois sur 10, les taux montent en même temps que les marchés actions. Le CAC 40 dépasse ses plus hauts de 2020. Ça y est, on est passé au-dessus des records de l'année 2020, des records avant le Covid. On approche des 6200 points, on est à 6150 points à peu près ce matin. Les acheteurs ont la main et le marché reste foncièrement haussier. Parce que les investisseurs eh bien, sont plutôt confiants sur l'avenir, confiants sur une reprise économique forte dans le monde, surtout pour ce deuxième et ce troisième trimestre. On espère que les zones qui ont commencé à réouvrir eh bien, vont être relativement dynamiques. L'Asie est très dynamique. Les États-Unis vaccinent à tour de bras. On est à 3 millions de personnes vaccinées par jour. Et donc on pourrait atteindre rapidement 75% de la population vaccinée, ce qui veut dire par derrière des réouvertures. Le business reprend, l'activité reprend et c'est ce qui drive justement les marchés. En Europe et en France, on est confiné, certes, mais le marché veut voir le verre à moitié plein. Nous sommes confinés, mais c'est, paraît-il, pour notre bien. Et qui dit fin de confinement par la suite, dit reprise des hostilités, des dépenses et du dynamisme économique. Les investisseurs saluent les chiffres du NFP, donc les chiffres de l'emploi américain parus vendredi dernier, avec 916 000 créations d'emplois au mois de mars, pratiquement 1 million de créations d'emplois. C'est le niveau le plus élevé depuis août 2020, ce qui alimente l'espoir d'une reprise encore plus franche que prévu. Les valeurs qui ont le plus pâti de la crise sanitaire continuent de se reprendre. Les actions dites value ont surperformé les valeurs de croissance au premier trimestre.
L'activité revient également sur les small et les mid caps, à l'image par exemple de Claranova, qui a publié des résultats absolument sensationnels. Le titre s'est fortement repris en fin de semaine dernière et continue de monter en ce début de semaine. Autre dossier en attente de bonnes nouvelles, c'est Solution 30 qui s'est envolé jeudi dernier de plus de 20% après que l'investigation indépendante de Deloitte ait confirmé les comptes. Le pétrole consolide après avoir pris 100% en 4 mois. L'or, qui est baissier depuis quelques mois, a de nouveau réagi sur les 1680 $, ce qui est plutôt positif pour la suite. Quant au Bitcoin, il latéralise sous les 60 000 $, et ce sont les altcoins qui prennent le relais, notamment le Ripple, code XRP, qui s'envole ce jour. On va regarder graphiquement ce que cela donne sur ses principaux actifs. Voici le CAC 40 en données trimestrielles. Donc vous voyez ici un marché haussier depuis la crise de 2008. Donc de 2009 à 2020, on grimpe. L'accident du Covid, très vite oublié, puisque un an plus tard, eh bien, nous voilà déjà sur de nouveaux records, au-dessus des plus hauts de 2020, sur les niveaux de 2008. Et sait-on jamais, si on passe les records de 2008, ensuite il ne reste plus que les records de l'an 2000, autour de 6500, 7000 points. On regarde ce que cela donne en données journalières. La crise du Covid ici, une reprise en dents de scie, l'élection américaine et le vaccin qui ont boosté les cours et qui ont permis à la tendance haussière de reprendre. On est dans une belle dynamique de prix. Depuis plusieurs semaines, la moyenne mobile à 20 séances fait support. Elle avait fait support ici fin février, ensuite début mars. Il y a à peu près 10 jours, on est revenu travailler la moyenne mobile à 20 séances. On ne l'a pas cassée en cours de clôture. On s'est fait des petites frayeurs, des petits trous d'air dessous, mais on n'a jamais clôturé dessous. Et puis voilà, tant qu'on fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts, la tendance est haussière et les acheteurs ont la main. Après, là, on a eu un week-end un petit peu long. On a ouvert peut-être un peu haut, un peu vite, en hausse de plus de 1%. Peut-être que le marché va venir combler ce gap, puisqu'on a ouvert avec un gap ce matin, et revenir tester la zone des 6100 points. En tous les cas, tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, les acheteurs ont la main, le marché est complaisant et est donc source d'opportunités. On peut regarder les cours du pétrole. Les cours du pétrole ont gagné 100% en l'espace de 4 mois et consolident depuis. Ils ont anticipé du dynamisme économique, de la reprise. Simplement, voilà, on est revenu à 60 $ sur les cours du pétrole. Et maintenant, il va falloir transformer l'essai, que les différentes zones économiques se réouvrent, qu'on arrive à vacciner la population pour que l'économie reprenne fortement et que l'on puisse potentiellement aller un cran plus haut. Pour l'instant, nous sommes dans un range. Donc on a ici une zone entre 57 et 62 $, grosso modo, à l'intérieur de laquelle on évolue depuis 15 jours, et il faudra casser les 62,50 pour pouvoir permettre au cours d'aller un petit peu plus haut. Mais vu la hausse de ces derniers mois, on pourrait avoir plusieurs semaines de consolidation. Sur l'or, donc voici le graphique, haussier à moyen long terme, mais baissier sur ces derniers mois. Et là, on est revenu faire un double creux sur les 1680 $. Je rappelle que les cours de l'or sont inversement corrélés au taux réel et que parce que les taux étaient remontés, eh bien l'or était moins attractif, était délaissé. Simplement, il est intéressant de voir qu'on fait ce double creux sur les 1680 $. Les taux ne vont pas beaucoup plus haut et donc les matières premières se stabilisent. Pour ceux qui achètent de l'or tous les mois ou tous les trimestres en méthode DCA, c'est-à-dire le dollar cost average, ça veut dire que vous accumulez au fil du temps, eh bien cette correction baissière entre 2070 et 1670 $ fut l'occasion ou est l'occasion de pouvoir acheter de l'or à moins cher. On peut regarder aussi les cours de l'argent, qui sont plus haussiers que les cours de l'or, puisque vous voyez que sur les 6 derniers mois, les cours de l'or ont baissé, alors que les cours de l'argent, eux, sont relativement neutres. On travaille ici la zone de soutien des 24-25 $, sur laquelle les cours ont été une nouvelle fois réactifs.
Et puis on peut regarder aussi le Bitcoin que voici, le Bitcoin qui fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, donc un actif haussier en trend following. À court terme, eh bien, ce sont les altcoins qui montent fort et le Bitcoin, lui, est en pause. Il est dans un petit range entre 56 000 et 60 000 dollars depuis à peu près 6-7 séances et c'est la sortie de ce range qui donnera le tempo pour la suite. Sortie par le haut, ça veut dire qu'on devrait aller chercher de nouveaux records historiques et continuer la course haussière en place depuis des mois. Sortie par le bas voudrait dire que l'on peut consolider et revenir de nouveau peut-être sur les 50 000 dollars et sur eh bien, le niveau horizontal que vous voyez ici testé à maintes reprises ces dernières semaines. Et puis on peut regarder XRP, le Ripple, exemple d'un altcoin qui s'envole aujourd'hui. Le Ripple qui a fait donc un mouvement haussier très puissant hier et qui confirme ce mouvement aujourd'hui. Il y a beaucoup de fortes hausses sur les crypto-monnaies. Alors il ne faut pas devenir euphorique, il faut en profiter, il faut se diversifier et ne pas oublier régulièrement de prendre des gains après de belles performances quand on a des altcoins qui font x2, x3, x5 ou x10 en quelques jours ou quelques semaines. Il faut quand même garder la tête froide et savoir aussi prendre des gains de temps en temps. On repasse sur notre présentation et on va passer au top flop. Donc le top flop, ce sont des graphiques qui vous aident un petit peu à comprendre les flux des banques centrales, les flux des particuliers, les statistiques macroéconomiques, les introductions boursières, les rachats d'actions par les entreprises, afin de mieux cerner eh bien, tous les éléments qui drivent actuellement les marchés. La macroéconomie est de retour. Vous voyez ici un graphique de l'ISM manufacturier. Donc vous voyez ici indice de la production et indice des commandes. On est sur des plus hauts. On est sur des plus hauts de ces 10-15 dernières années et on est pratiquement sur des plus hauts de 40 ans. Donc on a un dynamisme économique dans le secteur manufacturier qui est extrêmement fort et c'est ce qui justifie la hausse des cours actuellement. Vous voyez ici sur le graphique de droite, il est là l'ISM manufacturier. La corrélation entre la performance du marché et l'ISM manufacturier est très forte. Plus la reprise économique est tangible, plus l'ISM manufacturier monte vite, plus les marchés ont tendance à suivre pour justement eh bien, pricer, prendre en considération ce dynamisme, cette forte reprise économique post-Covid. Ici un graphique pour comparer la performance des valeurs de croissance, les valeurs growth et les valeurs cycliques, les valeurs value. Vous voyez ici depuis le début de l'année qu'il y a eu une sorte de découplage et que depuis à peu près la mi-février, les valeurs de croissance, notamment les valeurs du Nasdaq, ont été un peu mises de côté et ce sont d'autres types de valeurs, notamment les cycliques, qui ont pris le relais et c'est comme ça qu'on a un indice Dow Jones qui surperforme depuis plusieurs semaines l'indice Nasdaq qui lui avait cartonné en 2020. Ici à droite, c'est le Build Back Better Plan qui a été lancé par Joe Biden. Pour l'instant, c'est 2300 milliards de dollars qui vont être injectés dans l'économie américaine, dans le transport, domaine manufacturier, la construction, création de jobs, dans l'éducation, dans les véhicules électriques, dans les infrastructures. Le but, c'est d'une part, si vous voulez, de refaire toutes sortes d'infrastructures, autoroutes, ponts, bâtiments qui étaient un petit peu décrépits, délabrés depuis plusieurs années. Donc il y avait absolument besoin de refaire des choses. Et avec ce plan-là, eh bien, ils vont pouvoir le faire. Et puis, c'était également de profiter de tendances longues, de tendances fortes, comme par exemple les véhicules électriques ou l'énergie verte. Même si les valeurs dites value se reprennent, il y a toujours des records dans la tech, avec des acquisitions records lors du dernier trimestre, 80 000 milliards. Donc voilà, les valeurs technologiques sont toujours très demandées, très recherchées, secteur dynamique, la digitalisation est en marche.
Et c'est ce qui engendre aussi des records, mais dans une autre catégorie, ce sont les records d'entreprises qui ne gagnent pas d'argent. Et c'est la capitalisation boursière des entreprises qui ne gagnent pas d'argent qui explose littéralement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les entreprises zombies. Ce sont des entreprises qui ne gagnent pas un copec. C'est je dirais, une manifestation des anticipations des opérateurs qui pensent que plus tard, ces entreprises-là vont peut-être gagner de l'argent. Ça ressemble aussi un petit peu à la bulle de l'an 2000 avec des sociétés qui voient leur cours exploser alors qu'elles ne gagnent pas d'argent et certaines d'entre elles n'en gagneront peut-être jamais. Mais ça montre une volonté des opérateurs de miser sur l'avenir et de miser encore une fois sur la tech. La saisonnalité nous dit quoi ? Nous dit que pour le S&P 500, sur les 50 dernières années, le mois d'avril est un des meilleurs mois. C'est le meilleur mois quand on regarde les 20 dernières années et c'est le second meilleur mois lorsqu'on regarde les 10 dernières années. C'est peut-être pour ça qu'on a commencé avril sur les chapeaux de roue. Les opérateurs se sont dit qu'on avait eu des performances mitigées au premier trimestre, mais maintenant on veut jouer les campagnes de vaccination, les réouvertures, les déconfinements et une forte croissance économique. Donc, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, bien évidemment, mais ça veut dire que globalement, le mois d'avril est généralement porteur. Autre statistique historique, que se passe-t-il sur le marché 1 mois, 3 mois, 6 mois et 12 mois après un mois où on a littéralement cartonné en termes de performance? Généralement, ça se passe plutôt bien. Voilà, donc depuis le début de l'année, on a des belles performances. Au mois de mars, on a aussi des grosses performances haussières. Et ce tableau nous dit quoi ? Nous dit que statistiquement, on a beaucoup plus de chances, après des fortes hausses, de continuer de monter. Ici, vous avez les ventes de Tesla qui, malgré la crise du Covid, a continué à vendre et à vendre fort. À vendre aussi en Asie notamment, et c'est comme ça que les chiffres trimestriels continuent d'inscrire de nouveaux plus hauts historiques avec une belle performance, plus de 180 000 véhicules qui ont été livrés au premier trimestre 2021. Extinction de masse des vendeurs, quand on regarde le sentiment des investisseurs, très peu d'entre eux, seulement 20% sont baissiers, négatifs sur les marchés. Les ours, les vendeurs, les baissiers sont totalement absents et pour le moment, le contrôle est clairement dans le camp des acheteurs. Ici, un graphique à gauche qui montre une certaine réalité entre le trading et l'investissement. Il est vrai que des investisseurs peuvent faire mieux que le S&P 500, donc en bleu clair, en vert on va dire. Vous avez ici la performance des investisseurs et en bleu foncé du S&P 500. Un investisseur peut faire mieux et peut faire de belles performances. Il peut faire mieux, mais généralement il fait moins bien que le S&P 500, mais plus on va dans le temps, en fait, plus on se rend compte que investir via les indices, via des ETF, peut permettre de performer plus que de faire du trading. À droite, vous avez les sources d'informations qui sont utilisées par la nouvelle génération, les Gen Z. Après les Millennials, ce sont les Gen Z. Quelles sont les sources d'informations que ces derniers regardent pour savoir quelle action il faut acheter ? Ils regardent YouTube, ils en discutent avec des amis, certains passent par des conseillers, beaucoup d'entre eux passent par TikTok, certains par Instagram, Twitter, Facebook ou autres. Très peu passent par des livres et encore moins par des journaux. Donc là, on a vraiment un changement de façon de faire, des opérateurs qui se renseignent un petit peu moins, qui s'éduquent un petit peu moins, qui lisent un peu moins la presse financière, qui épluchent un peu moins les bilans et qui regardent plutôt des vidéos sur TikTok, Instagram et YouTube. C'est pas forcément positif, même si sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube, on peut aussi trouver du contenu de grande qualité. Mais voilà, ça c'est un petit peu le néo-trading, les néo-traders
Et c'est ce qui explique aussi qu'on ait certains titres qui aient explosé ces derniers mois parce que justement les réseaux sociaux en parlaient plus que d'autres. Ici à gauche, c'est les prévisions de PIB pour l'Allemagne, donc la croissance attendue pour l'année 2021. Et vous voyez que plus le temps passe ces derniers mois, plus les prévisions de croissance sont révisées à la baisse, parce que l'Europe met du temps à vacciner, confine et donc repousse sa reprise de croissance forte, si tant est qu'il y en ait une. L'Asie est repartie à pleine vitesse et on attend jusqu'à 8% de croissance en Chine cette année. Aux États-Unis, on attend également une très forte croissance au deuxième et au troisième trimestre. En Europe, tant qu'on est confiné, c'est un peu plus compliqué. Donc l'Europe ici en berne, et à droite, encore l'Asie. Alors dans l'émission précédente, je vous ai montré que les entreprises, le nombre d'entreprises américaines cotées était désormais inférieur au nombre d'entreprises chinoises cotées. On a vu aussi que les places financières asiatiques potentiellement étaient moins chères que les places financières européennes ou américaines. Et là, vous voyez eh bien, l'argent levé par des sociétés asiatiques en 2021. Et on est sur des montants records. Montant record également parce que on est dans l'ultra-liquidité sur les marchés internationaux, sur les SPAC aux États-Unis, sur les introductions boursières dans toutes les zones économiques. Et cela ruisselle également sur les cryptos, puisque la capitalisation boursière des crypto-monnaies totale, Bitcoin plus altcoin, est passée de un peu moins de 1000 milliards de dollars à 2000 milliards de dollars depuis le début de l'année. Donc l'ensemble de la planète crypto a doublé en l'espace de 3 mois. Voilà. Euphorie ou pas euphorie, nouvelle donne, nouveau monde, digitalisation, chacun se fait son avis. En tous les cas, pour moi, c'est vraiment une nouvelle classe d'actifs à part entière. Il faut faire avec et pour certains, potentiellement diversifier son portefeuille. Avant, on pouvait avoir 10, 15 ou % d'or ou d'argent dans son portefeuille dans une optique de diversification. Eh bien, aujourd'hui, il apparaît légitime d'avoir 5-10% de crypto en portefeuille pour dynamiser également ses performances et profiter de cet engouement. Et puis, on voit que ici, en performance mensuelle depuis le début de l'année, c'est que du vert sur le Bitcoin. Il faut retourner en 2013 pour voir des performances comme ça aussi positives. Alors, c'est pas des hausses aussi fortes qu'en 2013, mais simplement, on a 3 mois consécutifs de hausse comme en 2013. Est-ce que ça veut dire qu'on va baisser en avril? Pas forcément, puisqu'en 2013, on était même monté en avril et en mai. C'est simplement pour souligner la performance du Bitcoin et des crypto-monnaies ces derniers temps. On a des fonds d'investissement comme Grayscale qui continuent d'acheter, des sociétés MicroStrategy qui continuent d'en acheter, on a des ETF qui se créent, on a Goldman Sachs qui rentre dessus, on a BlackRock qui rentre dessus. Donc on a une adoption du secteur financier et une adoption globalisée du monde financier sur les crypto-monnaies. Voilà, c'est la fin de cette première partie d'émission. Donc, on a vu un petit peu quel était l'environnement global de ce marché en ce début de deuxième trimestre 2021. On va passer à l'analyse graphique de vos valeurs. Voici la liste des valeurs que nous allons voir. Les valeurs françaises, les valeurs Trend Following et GLB françaises, et ensuite des valeurs internationales. Et puisque j'ai un peu changé l'ordre, avant c'était France International puis Trend Following et GLB, je me suis dit que ce serait bien de rassembler toutes les françaises dans un premier temps et ensuite de faire les valeurs internationales. Quant aux valeurs internationales, puisque vous ne les connaissez pas toutes, eh bien j'ai rajouté leur secteur ou leur spécialité ou leur pays ici à droite, et ensuite c'est à vous bien évidemment d'aller sur zonebourse.com et de regarder les sociétés, leurs spécialités, leurs publications, leur calendrier économique et les anticipations des analystes pour les trimestres et les années à venir. C'est l'heure de la pause café, de la pause musicale également. À tout de suite.
Alors, c'est reparti pour cette deuxième partie d'émission et on commence par chargeur. Hop là. Alors, chargeur est plutôt neutre, hein. Quand on la regarde sur les 2-3 dernières années, faut se rendre compte quand même, toujours prendre du recul. Toujours très important de prendre du recul sur vos actions, de les regarder sur plusieurs années. Par exemple, j'ai parfois des gens qui me disent qu'on est sur une GLB potentielle, alors que si vous dézoomez, vous voyez qu'on est bien loin des plus hauts historiques et d'une GLB potentielle. Donc, parfois vous allez sur investing.com, parfois vous allez sur TradingView. Ce sont des sites sur lesquels les données historiques ne sont pas forcément complètes. Je sais que je prêche pour ma paroisse, mais sur le site de Zone Bourse, vous aurez des graphiques historiques qui seront plus complets. Et vous pourrez vous rendre compte si on est sur des cassures de plus haut historique ou sur des GLB. Pour ceux qui suivent mes émissions ou qui sont nouveaux mais qui ne savent pas ce que c'est qu'une GLB, vous tapez les marchés en action spécial GLB dans Google et vous verrez une émission dédiée à ce concept. Donc ici, chargeur était bloqué pendant plusieurs mois en 2020 sous une oblique baissière. On a donné un signal début 2021, c'est le point 1. On a cassé une zone de résistance à 19,50, c'est le point 2, c'est le signal haussier numéro 2. Ensuite, on a cassé les 21,20. On a eu une accélération haussière, un pullback et un redémarrage haussier. On est dans une dynamique haussière, on est au-dessus des mêmes 200 qui est également haussière. Simplement, on a une zone de résistance clé ici vers 24,50, 24,60. Donc pour ceux qui n'en ont pas et qui voudraient en acheter, eh bien on attendra soit un repli vers les supports, soit une cassure franche de la résistance. Et pour ceux qui en ont, mais qui aimeraient relever leur stop de protection pour accompagner le mouvement et bloquer leur performance en quelque sorte, eh bien, il faut attendre qu'on passe les 24,60. Et l'objectif suivant, c'est le point 4 avec le point d'interrogation, c'est la résistance suivante. Pour trouver une résistance, on revient dans le passé et on se rend compte que cette zone des 26, 26, 50 a été très travaillée ici en 2017-2018. C'est donc l'objectif théorique suivant en cas de cassure des 24,60. Seabox se réveille avec de beaux volumes et ce que j'aimais bien sur ce dossier-là, c'est la pertinence des gaps. Vous voyez ici, Seabox s'est envolée en avril 2020. Elle a laissé un gap ouvert sous ses pieds. Elle n'a pas comblé complètement son gap, donc potentiellement c'est un gap de rupture. Simplement, elle a fait des mèches basses ici sur la zone des 0,14-0,15 centimes. Ce qui était assez beau, c'est quand on est venu ici en octobre-novembre dernier, retester les 0,14-0,15 et faire un nouveau creux sur cette zone de prix. Et ça, eh bien, c'était une première marque, preuve qu'on était en train de réaliser un creux. Ensuite, on repasse la moyenne mobile à 200 périodes, ce qui est un signal positif. On reteste la moyenne mobile à 200 périodes. Ici, j'avoue que c'est pas facile puisqu'on fait un petit trou d'air sous cette dernière, mais quand on trade Seabox, eh bien, on sait que on n'est pas à 10% près puisque ça fait partie des small caps qui cotent quelques centimes et que c'est donc assez volatile, parfois capricieux. Ce que j'aime bien ici encore, c'est un gap haussier avec des volumes très forts et puis un test, une fermeture cette fois de cette zone de gap juste au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes et ensuite le redémarrage dans la foulée, de nouveau avec des volumes très importants. Pas hier, mais jeudi dernier du coup. Donc ce qui montre un redémarrage haussier avec volume. Et puis on concrétise aujourd'hui, mardi, excusez-moi. On sort du week-end du trader, 4 jours de pause, ça fait du bien, mais il faut se resynchroniser. Et donc j'aurais bien voulu vous parler de la cassure des 0,2470, 0,25 avant qu'on ne la fasse, mais elle a eu lieu ce matin. La prochaine cassure à surveiller, c'est l'éventuelle cassure des 0,28 et ainsi de suite avec les résistances précédentes. La prochaine ensuite c'est 0,3340. Seabox, donc la société a donné un objectif de capitalisation boursière de 100 millions. Actuellement, la capitalisation boursière est de 27 millions de mémoire. Donc ça veut dire que la société espère que dans les 4 années à venir, son cours de bourse va être multiplié par 4.
Claranova. Alors, vous voyez que j'ai quand même changé d'avis récemment, avant publication de Claranova. J'espérais, je souhaitais de tout cœur que cette dernière arrive à publier des résultats qui cette fois plaisent assez aux opérateurs. Ici, le résultat net de mémoire a été multiplié par 7. Superbe score, grosse croissance, grosse rentabilité. Donc là, ça y est, Claranova est sortie de l'ornière. Elle était dans un canal haussier depuis le choc du Covid. On avait vu qu'il fallait absolument tenir la borne basse du canal et la zone des 6,30, la moyenne mobile à 200 périodes. On avait vu qu'il fallait casser les 7,20 € et le canal baissier dans lequel les cours étaient depuis le mois de décembre, donc depuis 3-4 mois. Et c'est ce qui s'est passé avec un gap de rupture et surtout un volume historique. 2,9 millions de titres, donc un des volumes les plus importants de la valeur depuis 3 ans. Donc on a eu un gap haussier, une clôture au plus haut sur les 8 euros. 8 euros, c'était une zone de résistance horizontale. Et puis, dès ce début de semaine, encore du volume et un passage en force potentiel à confirmer en cours de clôture, mais pour l'instant, c'est bien parti. Et ce qui est surtout très intéressant avec Claranova, c'est de prendre du recul en données hebdomadaires pour se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Depuis maintenant 3 ans, Claranova consolidait sa hausse en fait stratosphérique qui avait eu lieu en fin 2016 et en 2017, puisque les cours étaient passés de 1 à 11 euros, donc x10, x11 même. Donc il fallait, voilà, pendant quelques années consolider cette hausse stratosphérique. Et là, nous sommes en train, donc tant qu'on est au-dessus des 8 euros, nous sommes en train de sortir du canal baissier dans lequel Claranova était enfermée depuis 3 ans. Si cette cassure se confirme, tant qu'on reste au-dessus des 8 euros, eh bien ça veut dire que la dynamique haussière de moyen terme prend le dessus, avec des objectifs à 10 euros, soit les plus hauts de 2019, et puis ensuite les 11 euros ici qu'on avait travaillé en 2018, en début et en fin d'année. Donc si on regarde ce que ça donne en potentiel haussier, ça donne à peu près 35-40% si tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Donc voilà, un changement d'état d'esprit du marché, des opérateurs sur Claranova, des volumes historiques, des cassures. Pour l'instant, tout se passe bien et je suis très heureux pour tous les actionnaires qui y ont cru, qui y sont restés depuis un bon bout de temps. Et bravo aussi à ceux qui étaient rentrés récemment et qui profitent de cette belle ascension. Sur les valeurs énergie verte, ça remonte un peu sur NeoEn, la fameuse. Donc NeoEn ici, c'est pas une stratégie de trading de court terme, hein, c'est de l'investissement de moyen terme. C'est la raison pour laquelle je m'y intéresse dans cette zone de prix depuis un peu plus d'un mois. NeoEn qui a fait une augmentation de capital. Donc pour tous ceux qui étaient en position sur NeoEn avant l'augmentation de capital, vous avez reçu des DPS et vous avez soit pu les vendre, soit vous avez pu acquérir des nouveaux titres NeoEn en promotion. Donc voilà, ça a permis à ceux qui le souhaitaient de se constituer une ligne en portefeuille dans une optique théorique de moyen long terme, puisque c'était ici le but de l'exercice. Et on voit qu'en données journalières, les cours étaient bloqués, inscrits dans une sorte de biseau descendant dont on a réussi à sortir la semaine passée. Là, on consolide et on pourrait consolider un certain temps. Je vous rappelle qu'on ne passe pas d'une dynamique baissière à une dynamique haussière, on passe d'une dynamique baissière à un peu de neutralité. Et ensuite, si tout se passe bien, on repasse au-dessus des 44 euros, de la moyenne mobile à 200 séances, et on passe d'une dynamique neutre de nouveau à une dynamique haussière de court terme. Et puis c'est plus ou moins le même schéma sur toutes les entreprises du secteur. Ici vous voyez EDP Renovaveis à Lisbonne. C'est la même chose sur Voltalia, sur Albioma, sur Solaria en Espagne. Donc tous les titres de ce secteur qui étaient montés très fortement en fin d'année dernière, qui ont retracé 100% de la dernière impulsion, mais qui globalement sur le moyen long terme voilà, sont dans des dynamiques haussières fortes.
Donc on a peut-être été un peu trop vite. On a corrigé les excès. Souvent en bourse, les excès se corrigent par des excès, raison pour laquelle on s'est fait des frayeurs. Il faut dire que EDP, tout comme Neoen, a fait une augmentation de capital. C'est ce qui a engendré ce petit trou d'air sous la moyenne mobile à 200 périodes. Mais vous voyez que les cours tiennent la zone des 16 euros, 16,50 euros. On est en train de passer de baissier à neutre. Et on espère bien évidemment qu'après cette zone de neutralité, on arrivera à sortir par le haut dans le sens de la tendance de moyen long terme. Reworld Media. Reworld Media, on en avait beaucoup parlé lorsqu'elle était ici à 3,40, 3,50, avant publication de ses résultats publiés le 18 mars dernier, qui a permis une envolée des cours et une cassure des plus hauts de 2019, donc une belle cassure. Ensuite, sur mon graphique, vous voyez deux zones de GLB, parce qu'en fait, quand on regarde les data, les informations données par ProRealTime, eh bien, moi j'avais un plus haut historique et donc une GLB potentielle à 3,70. Simplement sur Investing, on a une source, je crois, avec un cours à 4,40, 4,43, quelque chose comme ça. Donc voilà, je vous ai mis deux indications GLB. Si c'est bien les 3,70 qu'il faut prendre en considération, la GLB a été faite à 3,70, elle a parfaitement fonctionné et la hausse continue. Sinon, c'était tout simplement une cassure de résistance horizontale forte. La GLB, si elle est à 4,40, 4,43, on est peut-être en train de la faire. On zoome en données journalières. Donc vous voyez ici le gap de rupture. On s'éjecte à la hausse. Là, on est dans une consolidation sous les 4,65 €. Il faut bien stabiliser un petit peu après cette forte hausse. Il ne faut pas oublier que le titre en février était à 3 €. On est à 4,50 € aujourd'hui. On a gagné 50%. On a aussi cette oblique ici qui passe par tous les sommets depuis 4 ans, qui bloque un petit peu l'ascension des prix. Donc voilà, un besoin de respirer naturellement, mais un dossier qui désormais eh bien, est ressorti dans les screeners, est recherché avec des gros volumes. On est haussier au-dessus des mêmes 200 dans une valeur qui est trend following. Et donc pour tous ceux qui sont à l'achat, eh bien, il y a ceux qui sont à long terme qui vont remonter leur stop de protection sous les 3,60, 3,70. Il y a ceux qui sont un peu plus court-termistes peut-être qui vont remonter les stops sous les 4,10 €, voire sous MM20 jours et sous les 4 € pour se donner un petit peu de marge. Dans l'espoir bien évidemment qu'après cette consolidation, eh bien, on casse les 4,65 et que la hausse perdure et que peut-être dans ces cas-là, la véritable GLB soit validée. Robertet, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Entreprise familiale qui est dans le sud de la France, à Grasse. Robertet est un spécialiste de tout ce qui est parfum, fragrance. Donc vous voyez ici que le titre était depuis 2014 dans un canal haussier à faible pente, et puis à la fin de l'année 2019, il est sorti par le haut de ce canal haussier, il est revenu le tester, on a tenté de repartir, mais ça ne prend pas. Tout simplement parce qu'on a peut-être été un peu haut, un peu vite. De la même manière, si vous voulez, que tout à l'heure, on a vu que Clara Nova avait, entre fin 2016 et début 2017, été multipliée par 10 et qu'elle avait eu besoin d'un temps de pause pour consolider sa hausse précédente, eh bien, c'est un peu la même chose sur Robertet. Robertet qui est passé de 500 à plus de 1000 € en l'espace de quelques mois en 2019, eh bien, consolide sa hausse passée. Simplement, on voit bien que le titre est toujours aussi à moyen long terme, qu'il est soutenu. Dès qu'on est revenu sur les 850 € à la fin de l'année 2020, eh bien, les acheteurs se sont présentés. Alors, c'est pas l'action la plus punchy du marché, c'est clair, mais pour ceux qui font de l'investissement, du moyen terme, qui aiment bien les histoires familiales, eh bien, c'est un dossier intéressant à avoir en fond de portefeuille. Aujourd'hui, les acteurs dans ce secteur sont relativement rares. Des concurrents ont pris des participations, Givaudan de mémoire, mais voilà, la société ne veut pas se laisser racheter. Ça pourrait être dans quelques années un combat d'actionnaires, des OPA amicales ou inamicales, des propositions de rachat. En tous les cas, voilà, très belle société, bien gérée, haussière à moyen long terme, donc ça peut intéresser certains d'entre vous.
Ensuite, Rubis dans l'industrie pétrolière. Alors, ce qui est intéressant sur Rubis, de mémoire, à chaque fois je vous dis de mémoire, mais c'est parce que ça fait beaucoup d'informations à garder en tête entre les prix, les informations, les secteurs, les rumeurs, les AK, etc. Donc je fais mon possible, hein, bien évidemment. Dans cette émission, il y a des erreurs, mais je compte sur vous pour vérifier les informations derrière. Rubis, eh bien, les dirigeants de la société ont un bonus qui est indexé sur la performance du titre. Donc l'année dernière, on a eu une crise majeure, les cours étaient fortement baissiers et on part du principe qu'à ce moment-là, ils n'ont pas dû toucher grand-chose. Par contre, depuis le début de l'année 2020, voilà, les cours sont en hausse de 20% et si les cours du pétrole restent soutenus, voire continuent de monter, eh bien le cours pourrait continuer de performer. Donc les dirigeants à ce moment-là seront contents, mais ça veut aussi dire qu'ils vont tout faire peut-être pour que dans cette année 2021, les cours puissent continuer de monter. De ravir les investisseurs par leur communication, par leurs projets, afin que les cours montent et qu'eux puissent toucher des bonus sur la performance de leurs titres. Ici, ce qui est intéressant, c'est la propreté graphique du niveau à 42 euros qui fait résistance, qui a été testé en août 2021, approché en janvier 2021, retesté en mars 2021. Et là, vous voyez qu'aujourd'hui encore, on est proche de ce niveau clé. Donc les 42 euros, pour faire simple, à casser, pour ouvrir la porte à un nouveau potentiel haussier de 10% en direction des 46-47 euros testés en mars et en juin 2020. Donc on peut s'intéresser à deux choses sur le dossier, soit une baisse vers le support, si on revenait vers les 39-40 euros, ce serait l'occasion d'en acheter sur support moins cher, ou bien sur cassure de résistance. Solution 30, la fameuse, qui avait été attaquée à plusieurs reprises ces dernières années par Muddy Waters, fonds activiste, qui avait lancé des rumeurs et qui en avaient profité puisqu'ils étaient vendeurs sur la valeur et ils avaient lancé une rumeur. Résultat, ils étaient vendeurs, ils ont fait baisser le titre et ils en ont profité. C'est un petit peu abusé, c'est la loi du marché. Je pense qu'il y a des enquêtes qui sont en cours et que la société va vouloir régler ses comptes et elle a bien raison. Je vous ai dit pendant plusieurs mois que je ne pouvais pas donner un avis positif ou négatif sur le dossier puisque c'était du qui tout double. Souvenez-vous de l'affaire Wirecard où on avait eu des suspicions sur les comptes, ça avait fait trembler le titre et puis un jour on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement eu manipulation comptable et à ce moment-là Wirecard avait perdu 95%. Donc même si j'avais été convaincu que Solution 30 n'avait pas maquillé, modifié ses comptes et que Muddy Waters était dans le faux, je ne pouvais pas vous dire achetez Solution 30, elle est pas chère à ce prix, il faut y aller, puisqu'il y avait un risque d'une forte chute si effectivement manipulation il y avait. Donc là c'était vraiment binaire, c'était un choix, certains l'ont fait, certains ont acheté pas mal de Solution 30 entre 9, 10, 11 euros et aujourd'hui ils récoltent leurs fruits de leur investissement mais aussi de leur pari. C'est une bonne chose quand même que Deloitte ait checké les comptes et qu'il s'avère qu'il n'y a pas de manipulation comptable. Donc c'est une bonne chose parce que pour tous ceux qui étaient coincés, ça veut dire que la perte est moindre. Pour tous ceux qui avaient fait le pari haussier, eh bien c'est un beau gain. Point positif, on a dépassé la moyenne mobile à 200 périodes à 13,6. Donc ce serait bien qu'on ne repasse pas dessous et qu'on s'installe en fait. Tant qu'on reste au-dessus des 13 euros, c'est une bonne chose. Et par la suite, il faut concrétiser, il faut casser les 14 euros, 70, 15 euros pour pouvoir espérer un retour un jour sur les plus hauts historiques. Et pour finir, Valneva, qui a encore publié des news, mais qui malgré des news, des avancées, lancement de phase 1, avancée de phase 3, n'arrive pas à passer. Elle est un peu frustrante. Et pourquoi je l'ai choisie ? Pour vous dire qu'en fait, elle était frustrante, c'est le mot, je voulais dire chiante, on peut dire chiante, parce que faux départ, retombée, redémarrage, et puis ça retrace, puis ça repart, donc en trading on se fait un peu balader. Donc peut-être que dans ces cas-là, il faut sortir justement de l'aspect trading et faire de l'investissement. Et se dire, voilà, je suis sur une valeur Covid française qui fait de la recherche,
Je suis haussier à moyen terme. Donc je me suis par exemple constitué une ligne dans mon portefeuille autour de 10 euros, 10,50 €. J'ai mon stop sous le support, sous les 9,50 € et je vise un retour vers 13, 14, 15 euros et pourquoi pas plus. Ici, ce qui est un peu frustrant, c'est qu'on a eu une ouverture et puis qu'ensuite ça consolide. Mais ce qui est positif, c'est qu'on est venu combler le gap à 10,90 et que ça tient pour le moment. Bon, ça c'est du très court terme. Moi je pense que voilà, faut se dire qu'on est en train de se retourner progressivement. Il y a des volumes acheteurs qui sont relativement forts. Il y a un certain attrait des investisseurs pour ce dossier. Donc il faut peut-être un petit peu sortir le nez du guidon, sortir du court terme et faire du moyen terme quand on est sur ce type d'action. Voilà pour la première catégorie d'actions françaises. On va passer à des actions un petit peu plus punchy, un peu plus haussières, qui sont parfois en trend following, parfois en GLB. Et on commence avec Atari. Donc Atari qui a fait des belles envolées. Ici, pourquoi je choisis de vous parler d'Atari, c'est aussi pour parler money management, stop et prise de bénéfices partiels. Donc, vous voyez qu'ici, à 0,50, on a cassé une résistance, puis qu'on a continué de grimper. Donc, à partir du moment où on était dans un range et qu'on a réussi à s'extraire de ce range avec des volumes historiques, c'est que c'est un signal fort. Donc, on attend que les cours accélèrent au-dessus du range, puis on va pouvoir remonter son stop de protection sous la borne haute du range. Ensuite, les cours ont atteint rapidement la zone des 0,75-0,80, qui est une zone de prix qui avait été travaillée au début de l'année 2018. Donc à ce moment-là se pose la question d'une part des bénéfices partiels, prise de bénéfices partiels. On se dit voilà, j'ai acheté à 0,40 ou à 0,50 ou à 0,55. On vient d'arriver sur un objectif clé autour de 0,75, 0,80. Je ne vais pas forcément couper toute ma ligne. Mais je vais pouvoir, prendre des bénéfices partiellement, c'est-à-dire couper 10, 20, 30, 50% de la ligne. Ça va me permettre de faire du bien au cerveau, ça va permettre de faire du bien à mon portefeuille, mais je ne vais pas tout couper. Je vais garder l'autre moitié ou je vais garder 70% de ma ligne pour faire du trend following à moyen terme. Pourquoi est-ce que je prends des bénéfices partiels ? Eh bien parce que après que les cours aient fait x2,5, j'ai envie de concrétiser et puis j'ai aussi envie de me prémunir, de me protéger d'une retombée du titre. Donc je prends des bénéfices, comme ça derrière il y a une consolidation légitime du titre. J'avais d'ailleurs prévenu que sous les 0,80 ça pouvait un petit peu tanguer. Le but n'était pas de dire ça y est c'est le point haut, il faut sortir, mais tout simplement de dire à ceux qui étaient rentrés à la fin de la hausse ici, de savoir prendre des bénéfices ou de couper rapidement leur ligne si ça ne prenait pas parce qu'il y avait un risque de correction. Et risque de correction il y a eu, puisque on a perdu entre 0,82 et 0,62, 25%. Donc forcément, quand on est acheteur à 30 centimes, 40 centimes, 50 centimes, c'est pas très grave cette consolidation. Mais quand on a acheté à 0,60 ou 70 ou 0,80, se prendre 25% dans les dents en 2-3 jours, ça fait peur. Et pour certains, ça fait mal quand on a des grosses lignes. Et ça effraie même certains au point qu'ils vont sortir dans ce retracement. Donc quand on arrive tardivement, il faut être un petit peu plus agile et savoir parfois mettre des stops courts pour reprendre un peu plus bas ou pour reprendre dans les réaccélérations haussières. Et quand on est rentré en amont de cette consolidation, quand on a des bons prix de revient, prendre des bénéfices partiellement permet de tenir psychologiquement et de pouvoir laisser courir la ligne. Une fois que la consolidation a eu lieu entre 0,80 et 0,62 et que les cours redémarrent, notamment ici le 30 mars avec une belle éjection haussière et une clôture sur les plus hauts, on va pouvoir remonter le stop de protection. On casse les 0,76 qui étaient les plus hauts annuels en cours de clôture, on passe au-dessus, on les retravaille, on les retravaille jeudi 1er avril. Et là, aujourd'hui, mardi 6 avril, on concrétise, gap haussier, on redémarre et on repart fort avec des gros volumes et une belle performance puisque le titre gagne actuellement près de 20%. Et c'est à ce moment-là que le stop qu'on avait mis sous le point bas de la consolidation précédente va pouvoir être remonté, potentiellement sous la mèche ou sous le niveau horizontal qu'on a réussi à acquérir en fin de semaine passée. Donc au début, vous avez le stop sous le haut du range, ensuite le stop sous la consolidation, ensuite le stop remonté encore d'un cran sous la consolidation. Et c'est ainsi
que l'investisseur va pouvoir laisser courir sa ligne le plus longtemps possible en remontant son stop étape par étape et en prenant parfois des bénéfices partiels sur des zones clés. Là, on va bientôt arriver de nouveau sur une zone clé, les 0,95, c'est les plus hauts de février 2018. Et certains, à ce moment-là, pareil, prendront 10, 20, 30% de bénéfices pour concrétiser des gains, se faire du bien au cerveau et aussi pouvoir laisser courir le solde de leur ligne avec l'esprit un peu plus tranquille et une position un peu plus légère. Parce que si on casse les 0,95, qu'on va chercher les 1 euro et que l'on les casse, eh bien dans ces cas-là, il faut prendre un peu de recul en données hebdomadaires et regarder le graphique sur les dernières années et se rendre compte qu'on est en train de faire une sorte de double creux absolument gigantesque. Et au-dessus des 0,95 1 euro, eh bien la zone de résistance suivante, elle est à 1,30 €, soit un potentiel de 35-40% par rapport au cours actuel. On a déjà fait une forte hausse, une belle hausse soutenue par des beaux volumes, donc on ne va pas forcément y aller tout droit, mais en tous les cas, actuellement, c'est un des titres parmi les small caps qui est dans une tendance haussière les plus fortes, soutenue par des volumes les plus impressionnants. Ensuite, valeur Covid, Biosinex. Biosinex qui, comme Eurobio Scientifique aussi, de belles valeurs, eh bien, est dans une tendance haussière, fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Et là, on s'approche de nouveau des plus hauts annuels qui sont sur ce titre, pas des plus hauts historiques, puisque quand on retourne en mars 2011, on a un plus haut historique à 29 €. Mais vous voyez que si on casse les plus hauts de 2020 et début 2021, eh bien, on peut avoir une nouvelle accélération haussière. Et le plus haut historique, en fait, ici à 29 €, eh bien, est un objectif majeur pour ceux qui sont en position et qui croient dans ce dossier. Les chiffres sont excellents. C'est des valeurs qui vont continuer de faire de très bons chiffres d'affaires en 2021. Donc voilà, on a ici une belle récurrence du business, une belle tendance haussière, une valeur trend following, des volumes qui ne sont pas extraordinaires mais qui sont fournis tous les jours, des volumes assez importants. Et donc on espère pour ceux qui sont en position sur ce dossier qu'on va casser ici les 23 € afin de continuer de grimper. Ensuite, Median Technology, pareil, valeur, alors c'est pas une valeur Covid, valeur biotech, en trend following, soutenue par MM200 qui suit en dessous de son canal haussier. Elle est dans un beau canal haussier. On a essayé de s'en extraire, ça n'a pas fonctionné, donc on réintègre et on revient sur des niveaux. Ici à 10,90 €, 11 €, on a une belle zone de soutien. On l'a testé quelques séances et puis ça repart. Alors ça ne va pas repartir forcément tout droit très vite en direction de la borne haute. On peut consolider, mais c'est déjà un schéma que je vous avais fait il y a quelques semaines. On a eu une forte hausse de 7 à 14 €. Elle a pris 100%. Donc maintenant, on pourrait avoir une période de latéralisation un certain temps jusqu'à la prochaine annonce, jusqu'aux prochaines news, et afin de viser les plus hauts historiques et une potentielle GLB. Ici, la GLB, elle est à 16 €. Voilà. Donc, on a buté ici sous les 13 €, en gros, les 13 € qui avaient été testés en 2015. En 2017, on a essayé de passer, ça n'est pas passé. Il faut laisser du temps au temps. Le dossier est haussier, et tant qu'on est au-dessus des 10,50 €, donc la mèche basse de la semaine dernière, c'est fortement haussier, soutenu et une belle valeur à avoir en portefeuille à moyen terme. C'est un peu comme Valneva, si vous voulez, à un moment donné. C'est pas une valeur forcément de trading, c'est une valeur où on est positionné à moyen terme avec un stop sous le support et où on espère de nouveau que les cours rallient de nouveau la borne haute du canal vers 14,50 €, soit les plus hauts annuels, voire même qu'on la dépasse et qu'on aille chercher les plus hauts historiques par la suite. SAMCE, c'est pas une valeur que je connaissais bien. Alors eux, ils ont des magasins et c'est des magasins qui font moins de 10 000 m², si je dis pas de bêtises, et du coup, qui peuvent rester ouverts. C'est le numéro 2 français du négoce de matériaux de construction. Et donc, vous voyez, on avait un plus haut historique ici à 180, et le plus haut historique, il est actuellement travaillé. Alors forcément, la valeur vient de 100 €, elle a pris 80% depuis
le creux du Covid. Donc on ne peut pas aller tout le temps tout droit et casser les plus hauts et prendre encore 10-20% facilement. Ça se fait progressivement. Mais vous voyez que le plus bas ici de 2018 et le plus bas du Covid se sont faits en fait sur les plus hauts de 2007. Donc c'est ici une très belle valeur de moyen long terme qui fonctionne par zone. Voilà. Zone historique en 2003, on accélère, on revient dessus, on casse les plus hauts ici de 2007, on accélère, on revient dessus, et là on est en train en fait d'essayer de casser cette zone de prix historique pour aller chercher de nouveaux records. Donc voilà, ça c'est le genre de petit titre, alors c'est pas très liquide, mais qui peut intéresser certains dans une optique de diversification. C'est des titres qui parfois peuvent paraître lents, mais en fait si vous regardez sur les derniers mois, c'est quand même une performance assez hallucinante. Autre petite valeur dont on parle peu, mais qui fait son bonhomme de chemin, c'est Sensorion, qui est une valeur trend following, au-dessus de sa moyenne mobile à 200 périodes, qui est actuellement dans une dynamique haussière un peu plus forte que les derniers mois. Vous voyez ici que la pente s'est accentuée. Avant, on avait une oblique ici qui passait par les plus bas, et puis maintenant la pente s'accentue. Et tout simplement, voilà, c'est là-dessus, il faut éviter de faire du trading parce que ça peut gagner 15%, reperdre 15%, parfois ça s'envole, ça retrace tout. Ce qui nous intéresse ici, c'est que les plus bas soient de plus en plus hauts et qu'on soit au-dessus de l'oblique haussière. Donc en théorie, si vous êtes sur ce dossier, c'est vrai que ça invite, la théorie inviterait à avoir un stop sous les 2 euros, voire sous les 1,95 €. Alors ça fait loin, me direz-vous, certes, mais c'est parce que l'objectif théorique est aussi à la hauteur de ce stop. C'est un dossier qui est fortement baissier à long terme, on baisse depuis 2015, mais qui depuis un an se reprend. On a passé la moyenne mobile à 200 périodes en données hebdomadaires. Donc c'est un peu un renouveau ici avec des volumes historiques qui ont été échangés au mois de février. Donc pour ceux qui n'en ont pas, voilà, on étudie les zones de repli potentiel. Un tout repli vers les 2,20 € serait un moyen de pouvoir en acheter moins cher et puis de mettre le stop sous cette oblique ou bien sous le niveau horizontal précédent. Donc en théorie là-dessus, on se laisse porter. Autre valeur où on se laisse en théorie porter, The Blockchain Group. The Blockchain Group ne vend pas de crypto-monnaie, ne vend pas de Bitcoin, mais il y a blockchain dans le nom et puis elle fait de la blockchain, elle profite de l'engouement des investisseurs pour les valeurs crypto et c'est une des rares valeurs françaises de près ou de loin dans ce secteur. Les plus bas et les plus hauts sont de plus en plus hauts. On a une belle dynamique haussière des prix. Alors certes, parfois il faut des mois de consolidation horizontale avant que les cours repartent, ça arrive. Un peu comme un coureur, on fait un sprint et puis on se repose, et puis on refait un sprint et on se repose. Là c'est la zone des 2,40 qu'il faut casser. Il faudra peut-être une news, un partenariat, une annonce de la société pour ce faire. Mais en tous les cas, voilà, pour moi, tant qu'on est au-dessus de l'oblique haussière, tant qu'on est au-dessus des 1,95 €, 2 €, donc pareil, ici, ça incombe, ça invite à avoir un stop large pour ne pas sortir sur une simple consolidation. Stop sous 2 €, et puis on espère que les 2,40 cassent. Pour ceux qui n'en ont pas, la cassure des 2,40 peut aussi être un moyen de rentrer sur sortie de range éventuelle, avec à la clé les 2,60 qui sont les plus hauts de 2021, de début d'année, et au-dessus de ça, les 3 € en objectif haussier théorique et psychologique. D'ailleurs, on peut prendre la hauteur de ce range, hop, et la rapporter, ça nous donne même un objectif théorique vers 3,15. Trigano, ils font des bulles anti-Covid, des caravanes. On en a en portefeuille dans le portefeuille zone bourse Europe. Parce qu'on a acheté des valeurs qui pouvaient profiter, si vous voulez, d'une sorte d'engouement de dépenses des particuliers à la sortie du confinement. On a acheté du Trigano parce que c'est des bulles anti-Covid qui permettront de voyager
même si il y a des interdictions de voyager dans certains pays, même s'il faut des passeports vaccinatoires, etc. Je sais pas si on dit vaccinatoire. Euh, il y a beaucoup de gens qui vont rester en France, il y a beaucoup de gens qui vont voyager potentiellement avec des camping-cars, ça va profiter donc à ce secteur et à cette valeur. Donc il y a beaucoup de particuliers quand on va sortir de confinement, sortir du Covid, qui auront de l'argent de côté. Il y a entre 130 et 165 milliards qui ont été mis de côté par les Français depuis un an. Et donc cet argent pourrait se déverser sur ce type de société que l'on apprécie chez Zone Bourse. Et puis Whitby, pourquoi je l'ai prise? Parce que c'était pour vous montrer que parfois faut pas être à 50 centimes près sur une valeur qui peut prendre 500% en quelques semaines. Whitby était à 1,70 € en avril 2021, il y a un an. Et elle est montée à 12 euros. Elle a fait x10 en un peu moins d'un an. Et puis ensuite, elle a corrigé assez fortement avec des résultats qui ont déçu. Donc on surveillait le retour de Whitby sur MM200. Vous étiez pas mal à avoir acheté à 7 euros et elle est passée de 7 euros à 8,40 €. Donc elle a pris 20% après avoir testé MM200, mais phénomène décevant, elle a retracé cette hausse très rapidement, puis elle a cassé MM200. Donc à ce moment-là, j'avais dit qu'elle pouvait retourner vers les 6,50 €. Et elle a même fait un peu plus bas puisqu'elle a fait 6,25 €. Simplement, là où je voulais en venir, c'est que lorsque Whitby a consolidé ici en septembre-octobre 2020, vous voyez qu'elle est venue sur l'espace de 2 séances, elle est passée de 7 à 6, puis de 6 à 7, et ensuite elle est repartie. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois quand une petite valeur peu liquide consolide, eh bien sur sa baisse, elle peut être un peu excessive et ça peut être volatile. Donc on n'est pas à 5% près. Donc moi j'avais parlé de la zone des 6,50 qui pouvait faire rappel, on a fait 6,25. Mais vous voyez que si on voulait vraiment prendre une zone de prix, quand on prend une zone, on prend les niveaux horizontaux en cours de clôture et les mèches. Donc on avait un cours de clôture ici le 28 octobre à 6,50 et une mèche basse à 6 euros. Donc on avait une zone théorique de soutien entre 6 et 6,60, voire entre 6 et 7. Alors vous allez me dire, oui Nicolas, 15% ça fait large. Est-ce que c'est large sur une valeur qui a pris 1100%? Qu'est-ce qu'un stop de 15% quand on espère que la valeur revienne combler son gap ici vers 9,70 € et donc qu'elle prenne 40%? Vous avez un achat à 7 euros, vous avez un stop sous 6 euros, ça fait 15% de stop pour un objectif de 40-45%, ça veut dire que vous risquez 1 pour gagner 3. C'est pas mal. Et si vous visez les plus hauts historiques, vous avez un risque de 1 pour gagner 6 ou 7. Donc tout ça pour dire qu'il faut étudier les titres fonction de leur historique, fonction de leur volatilité, fonction de leur liquidité. Et quand on est sur un titre qui peut faire x10 en quelques mois, ça veut dire que c'est un titre qui peut être volatile, donc ça veut dire qu'il faut un stop un peu plus large. On passe maintenant aux valeurs internationales. On commence avec Argenx à Bruxelles. Argenx qui est une biotech et qui est ici sur le fil du rasoir. Sa moyenne mobile à 200 périodes. Donc c'est ici que ça se passe. On a déjà eu 3 impacts sur ce niveau de prix à 230 €. Ici fin janvier, ici début mars et ici fin mars. Donc là pour ceux qui ont payé cette zone de prix, payé MM200, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez acheté la zone, vous avez un stop dessous. Si ça casse, c'est qu'il y a de l'eau dans le moteur, c'est que ça ne nous plaît pas. Et si vous n'avez pas acheté parce que vous ne voulez pas acheter dans la baisse, mais que vous voulez attendre un signal, vous pouvez ici tracer une oblique qui passe par les mèches et attendre que l'on casse les 240-245. Ou si vous êtes encore plus prudent, vous attendez la cassure de la moyenne mobile à 20 périodes et la cassure des 250-252 €. Parce que vous attendez qu'on soit baissier, puis ensuite qu'on soit neutre, et ensuite qu'on passe acheteur haussier. Et voilà, certains rentrent sur les supports parce qu'ils aiment avoir un stop serré. D'autres rentrent sur le support et vont renforcer sur la cassure de l'oblique. Certains vont attendre la cassure de l'oblique, et d'autres vont attendre qu'on sorte carrément de cette zone de neutralité par le haut. Ça, c'est une histoire de style. Accesso Technologies. Alors merci encore aux lecteurs qui régulièrement me proposent des titres. Alors là c'est
un titre particulier hein, qui est vraiment baissier quand on le regarde sur les dernières années, mais on voit qu'il y a un changement d'état d'esprit récemment. Accesso, je veux pas dire de bêtises donc je vérifie, mais c'est de la billetterie en ligne. Alors c'est une société basée au Royaume-Uni qui a développé une application de technologie de billetterie, de technologie mobile et de commerce électronique et de solutions de file d'attente virtuelle pour l'industrie des attractions et des loisirs. Donc en gros, quand vous avez des places à vendre pour des parcs de loisirs, pour des attractions, etc., bien vous allez avoir une file d'attente virtuelle et eux, ils ont créé un logiciel basé sur cette technologie-là. Donc on peut partir du principe que quand il va y avoir une réouverture des parcs de loisirs, de vacances, de concerts, etc., les gens vont un peu se ruer sur les billets. Et donc ce dossier ressort actuellement parce que vu que c'est une technologie sur laquelle ils se sont spécialisés, eh bien ça peut être intéressant. Donc là c'est vraiment très original, mais c'est aussi plaisant. Parfois vous avez un portefeuille qui peut être divisé en plusieurs catégories, des valeurs bon père de famille, des valeurs trend following haussières de moyen terme, des petites valeurs spéculatives ou des biotech, et puis aussi des dossiers thématiques. Et ça, clairement, c'est un dossier thématique pour jouer le retour à la vie, en quelque sorte. Ensuite, on va sur le Nasdaq avec Affimd. Donc là, on est dans la biotech. Ce qui est intéressant sur ce titre-là, mais il me semble qu'on l'avait déjà regardé ensemble, c'est l'action des prix et les consolidations. Elle monte, elle consolide dans un triangle. Elle grimpe et puis ensuite elle va se mettre dans un biseau. Ensuite elle grimpe, puis elle va se mettre peut-être dans un range. Et ainsi de suite. Donc c'est intéressant puisque c'est très punchy, que c'est très liquide, qu'on est dans un dossier haussier soutenu. Trend following, au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes, testé ici et là. Donc 3 points d'entrée éventuels. Point d'entrée numéro 1, la cassure du plus haut. Point d'entrée numéro 2, le retour vers le bas du range, en cas de réaction positive sur le bas du range, évidemment. Point d'entrée numéro 3, ça bloque en haut, ça casse le range par le bas, on revient vers MM200 et on comble le gap ici. Ouais, je ne l'avais pas vu. Et on comble le gap laissé ouvert ici. Et on achète en cas de retour vers la moyenne mobile à 200 périodes. Alors, il y a des fois quand un titre sort de nulle part, il revient tester MM200, puis il redémarre, reteste MM200, voire même ne la touche pas, et ensuite il n'y revient plus. Donc attention, ici je vous dis que c'est l'entrée parfaite, ce serait sur MM200, mais si on est parti pour de bon et que la tendance haussière doit s'affirmer, on n'y reviendra pas. Donc bas de range et haut de range à surveiller pour jouer réaction sur support ou bien breakout haussier. Ensuite, toujours sur le Nasdaq, Costco World Sales, c'est de la grande distribution, ils vendent des produits à bas coût. Et donc voilà, vous voyez que c'est un titre que j'ai déjà étudié par le passé, en 2018, tendance haussière, ça casse, on prend des bénéfices, puis on se remet dans une dynamique haussière avec un range sorti par le haut, un range sorti par le haut, et ainsi de suite. Là, de nouveau, elle a repris ce cheminement logique, haussier, tendance haussière de long terme, tendance haussière de court terme. On a regagné la moyenne mobile à 200 périodes. Donc ici, on peut dire qu'on a une zone de soutien clé à 348-349 $. Tant qu'on est au-dessus de cette zone de prix, on est aussi à court terme, on est aussi à long terme. Et l'objectif haussier théorique, c'est de revenir vers les records ici à 390 $. Ensuite, on va de nouveau à Paris. Alors, je l'ai rangé dans International, Calray, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Ouais, c'est bizarre. J'ai dû confondre, ça m'arrive. Donc là, on a une GLB qui s'est faite en fin d'année dernière. Calray était bloquée sous les 22, elle les a retestées en janvier 2020, ce n'est pas passé, elle les a recassées, testées et cassées en décembre 2020, donc naissance d'une GLB. Qui dit GLB dit naissance d'une valeur en trend following, avec des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut.
Bien évidemment, après avoir fait presque x3, la valeur avait besoin de consolider. On est maintenant, on peut dire, je pense, dans un grand range. La zone basse de ce range, dès qu'on a des trous d'air sous les 40 euros, non, sous les 38 euros, ils sont payés. Donc ici, on a une zone de soutien théorique qui est intéressante. On est dans une dynamique baissière depuis quelques semaines et on peut peut-être identifier un range dans le range, un range de court terme ici, entre 37 et 42 euros. Et donc, comme d'habitude, en cas de retour vers le bas du range, certains s'y intéresseront, et en cas de cassure des 42 euros, d'autres renforceront les achats qu'ils ont déjà, ou bien rentreront sur la valeur une fois qu'elle sera passée de neutre à haussière. Ensuite, on repart à l'étranger avec Onise, une valeur. Alors, je pars du principe que c'est une valeur d'Argentine, vu son nom. On va vérifier pour pas dire de bêtises, mais Lomo Negra, tac tac tac, active dans l'industrie du ciment. Entreprise verticale basée en Argentine, spécialiste du ciment de maçonnerie, des agrégats, du béton. Donc c'est beau comme configuration. On a une tendance haussière lente, on a une MM200 qui a été cassée, reprise et testée. On a une zone horizontale de résistance et on est en train d'essayer de la passer. Et quand on retourne dans le passé, ce qui est intéressant aussi, c'est cette grosse zone de gap laissée ouverte ici. Et ça, c'est un objectif aussi théorique pour ceux qui font du très long terme. C'est-à-dire que là, si on arrive à casser les 6,50, 6,60, premier objectif théorique, il est là, à 8,30 €. Et le deuxième objectif théorique, il est là-haut, entre 11 et 13. Donc c'est intéressant. Voilà, une valeur étrangère, cotée aux États-Unis, en tendance haussière, si elle casse sa zone horizontale, bien évidemment. Ensuite, Remedy. Alors ça, il faut que j'aille sur le site de Zone Bourse parce que je ne l'ai pas sur ProRealTime. C'est une valeur qui est Helsinki. Hop, on va sur Zone Bourse, on regarde le graphique. Alors, on regarde la synthèse. Société crée des consoles d'actions cinématographiques et des jeux vidéo qui sont publiés par des partenaires tels que Microsoft, Rockstar Games, Smilegate, etc. Donc, secteur très entouré, avec des valeurs européennes parfois inconnues au bataillon qui sont extrêmement haussières. L'industrie du jeu vidéo, c'est une industrie qui est florissante et qui continuera de l'être dans les années à venir. Et là, on est dans une tendance haussière manifeste. C'est vraiment très beau. Et vous voyez que on enchaîne les périodes de hausse de consolidation, hausse, consolidation, hausse, consolidation, et donc à la moindre consolidation, les retours ici vers MM100 peuvent être éventuellement mis à profit pour pouvoir donc justement essayer d'accrocher le train de la hausse et de se placer sur ce dossier dans une industrie intéressante. Ah, je viens de voir que je reçois des emails de Zone Bourse, il y a des changements dans le portefeuille, dont une valeur que j'aime bien. Si vous êtes client de Zone Bourse, vous avez reçu des emails. Ensuite, Swedencare, tiens, ça aussi je suis obligé d'aller sur Zone Bourse. C'est un client qui m'a envoyé des valeurs étrangères. Swedencare, cette fois, on n'est pas à Helsinki, on est à Stockholm. Et là, on est dans le secteur des fournitures vétérinaires. Félicitations à ceux qui me proposent ce genre de titre parce que là on est sur des fusées haussières, superbe dossier qui monte depuis qu'il est coté en bourse. Fourniture vétérinaire, c'est un secteur, la nourriture pour les animaux et tout ce qui est pour le bien-être animal ne fait qu'augmenter parce que on est de plus en plus à en avoir et en plus à prendre soin d'eux. Et puis avec le confinement, les gens mettent peut-être moins d'argent dans les voyages et tout ça, mais ils achètent des animaux pour les enfants ou les familles, et donc les fournitures vétérinaires sont vendues et battent leur plein. Et vous voyez ici que c'est un dossier qui régulièrement fait des nouveaux plus hauts. Alors ce genre de dossier-là, on peut l'acheter soit sur des zones horizontales,
dans des consolidations. Vous voyez qu'à chaque fois, on teste plusieurs fois la zone de prix. Soit sur des cassures de nouveau plus haut. Simplement, quand on achète sur une cassure de nouveau plus haut, il faut être prêt à mettre un stop sous le plus bas précédent, ce qui induit parfois un stop de 15 à 20%. Mais le but, c'est quoi? C'est de prendre position sur une valeur qui monte très vite, puisqu'elle a fait x5 en l'espace de moins d'un an. Et on finit avec Takungart. Alors ça, c'est un lecteur qui m'avait donné plusieurs valeurs, côté notamment aux États-Unis, des spécialistes de l'art, de la vente d'art en ligne. Alors il y a plusieurs façons de voir les choses. Premièrement, il y a un enrichissement à travers la planète. Donc il y a de plus en plus de riches, donc il y a de plus en plus de ventes d'art. Post-Covid, il y a eu aussi une volonté des investisseurs de se diversifier et potentiellement d'acheter de l'art. Et puis en plus de ça, on parle maintenant des NFT, de la vente d'œuvres d'art numériques. Et quoi qu'on en pense, c'est un business à l'heure actuelle. Les records sont battus toutes les semaines par des nouvelles ventes assez impressionnantes. Alors je trouve que parfois c'est un peu ridicule de vendre des Pokémon plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais il y a aussi des belles choses. Et faut faire avec son temps. Faut pas être des boomers, faut pas être trop vieux jeu. On est dans une ère de digitalisation, de numérisation, de crypto-monnaie et de NFT. Et Takungart, donc il y avait des spéculations sur le fait qu'il pourrait vendre, ça pourrait être une place d'échange, de vente de NFT. C'est ce qui explique que le titre est fait x20 en l'espace de quelques jours. Donc ça, c'est si on veut pimenter son portefeuille. Et en fait, pour certains, ça permet de pouvoir spéculer indirectement sur les NFT, sur l'art numérique. Un peu comme le fait de détenir du blockchain group pour indexer son portefeuille aux crypto, dans une optique un peu plus généraliste. Et puis dans une optique de ne pas avoir à intervenir sur les NFT ou avec un compte crypto, mais tout simplement d'acheter la société Takungart cotée aux États-Unis. Voilà, on arrive à la fin de cette liste. J'espère que ça vous a plu. J'ai été rapide sur la première partie, un peu plus lent sur les actions. Faut dire que j'en ai sélectionné pas mal. Vous avez été nombreux à me proposer des dossiers. Je trouvais qu'ils étaient tous intéressants. On a parcouru des dossiers rapides, punchy, des biotech, des valeurs Covid. On a vu pas mal de secteurs à l'étranger. Donc je trouve ça intéressant. J'espère que vous aussi. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Je vous retrouve sur Twitter, sur Zone Bourse, sur BFM. Et je vous souhaite un bon trading, un bon investissement. Et n'oubliez pas de continuer d'être curieux, de chercher, de vous former, de lire quand les marchés sont un petit peu plus neutres, un petit peu plus ennuyeux. Eh bien, ne vous énervez pas. Il faut laisser du temps au temps. La patience est vraiment un critère très important en bourse. Et dans ces cas-là, vous pouvez continuer de lire et d'apprendre ce qu'un investisseur doit faire tout au long de sa vie. Au revoir à tous!